Mais avant, j'aimerais vous faire une petite introduction sur un état des lieux concernant les objets connectés. Sont-ils finalement un vrai ou un faux ami du développement durable? Comment on peut les situer finalement dans cette problématique qu'est le développement durable ou, encore plus précisément, la responsabilité sociétale de l'entreprise? Alors, on va parler du côté, j'allais dire, bénéfique de ces objets connectés, avec quelques exemples. L'objet connecté, ça permet notamment, dans beaucoup de cas, une optimisation de ses consommations d'énergie liées à l'habitat. Vous savez, tous ces capteurs qu'on peut maintenant installer dans les bâtiments intelligents, en domotique, etc., pour mieux contrôler ses consommations. L'automatisation des portes de garage, etc. Tout ce qui concerne en fait la domotique. Donc ça rend terriblement service aux personnes qui installent ça chez elles. Et puis surtout, ça leur permet de réduire leur consommation énergétique de façon non négligeable. Donc c'est plutôt un aspect positif. Dans l'industrie, alors je ne fais pas non plus un aperçu exhaustif de tout le sujet, mais j'ai voulu piocher quelques exemples. Dans l'industrie, les objets connectés permettent aussi d'optimiser la maintenance. Vous savez qu'ils sont de plus en plus utilisés en tant que capteurs pour savoir à quel moment finalement il faut effectivement envoyer quelqu'un sur place si une partie du dispositif est à maintenir, à remplacer, à réparer, etc. Donc de fait, ça diminue le nombre de déplacements, les transports liés à cette maintenance-là. Donc là, c'est un exemple, c'est le réseau de chaleur de Paris, le CPCU, qui utilise ces capteurs justement pour le maintien de son réseau urbain de chauffage. En termes de santé, on entend tous les jours des nouveaux exemples d'objets connectés qui vont nous permettre de vérifier notre rythme cardiaque, notre glycémie, s'assurer qu'effectivement on est en pleine forme. Et puis il y a aussi de l'autre côté des assureurs qui commencent à s'intéresser à ces questions-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. C'est un exemple de Direct Assurance avec une offre qui s'appelle YouDrive, où il propose finalement à l'utilisateur d'installer un objet connecté à l'intérieur de son véhicule pour du coup avoir des informations sur la conduite. Alors ça pose évidemment des questions en termes de respect de la vie privée, etc. Mais les personnes sont volontaires parce que derrière, l'idée, c'est aussi de réduire la facture d'assurance et donc de proposer finalement à l'utilisateur l'assurance la mieux adaptée à son style de conduite. Voilà. Et donc là aussi, c'est un objectif de réduction économique. Les objets connectés sont aussi énormément utilisés dans l'agriculture, de plus en plus. Donc là aussi, pour optimiser l'arrosage, pour optimiser, voire complètement réduire, voire supprimer les pesticides. Donc il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans la vente d'objets connectés, comme l'entreprise que je cite là, qui s'appelle Solum, d'objets connectés liés à l'agriculture. Et là aussi, pour, on va dire, améliorer à la fois le rendement agricole, mais aussi faciliter la vie des agriculteurs. Donc encore des exemples où, quelque part, ça va apporter un plus dans le développement de la société. Parfois, il y a aussi des objets connectés qui sont utilisés dans le domaine du handicap. Donc là, j'ai pris l'exemple de ce petit dispositif qui permet en fait aux malvoyants d'aller directement lire sur une tablette numérique alors que normalement ils ne peuvent pas voir. Donc ça va finalement transposer le texte qui passe sous les doigts pour qu'il soit transmis par la voix à l'utilisateur.
Mais les exemples sont nombreux aussi dans le domaine du handicap, de nombreux services finalement que ces objets connectés peuvent rendre. J'ai cité par exemple les lunettes qui décrivent le monde aux malvoyants, l'ordinateur adapté aux dyslexiques, les gants pour traduire la langue des signes, le nez virtuel, tout ça basé sur des capteurs, hein, le nez virtuel pour reconnaître des odeurs, etc. etc. Donc ça permet de voir qu'effectivement, les objets connectés sont une grosse source positive, d'impact positif sur le développement d'un point de vue social, mais également environnemental. Et puis j'oubliais de citer effectivement les investissements de certains des GAFA, hein, par exemple Google, qui investit en fait, qui a un fonds qui s'appelle Google Impact Challenge et qui investit chaque année 20 millions de dollars pour les handicapés, pour trouver justement les meilleurs projets combinant finalement handicap et puis objets connectés. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question-là? Quel est le poids de matières premières nécessaires pour fabriquer une puce électronique de 2 grammes? Donc puce que vous retrouvez dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, et vous n'en avez pas qu'une, hein, en général il y en a plusieurs. 100 kilos? Alors, non, là, vous êtes quand même très pessimiste là. Même si le montant est élevé, c'est pas autant. C'est pas autant. Il y a l'eau, oui, je compte l'eau dedans. Oui, je compte l'eau utilisée. Vous savez à quel moment elle est utilisée principalement l'eau? Alors, un petit peu dans la fabrication, mais beaucoup dans l'extraction des matières premières, dans l'extraction des terres rares, dans l'extraction des minerais et des métaux nécessaires à la fabrication de ces puces. Alors, un petit chiffre, plus bas que 100 kilos. Plus, pas loin de 30, en fait, c'est 32 kilos. Donc, il y a quand même un rapport de 1 à 16 000 entre le poids final de l'objet et puis la matière première nécessaire pour le fabriquer. Il faut savoir qu'en moyenne, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, si vous ne le connaissez pas, en moyenne, sur l'ensemble des objets qu'on fabrique, le rapport il est de 1 à 70. En moyenne, il faut à peu près 70 kg de matière première pour fabriquer un objet d'1 kilo. Voilà. Et là, on est dans un rapport de 1 à 16 000 quand il s'agit d'électronique. Donc c'est assez conséquent. Vous voyez que derrière, ça fait réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour limiter son impact quand justement on veut travailler sur ces sujets-là.